Mes petits-enfants ont vendu ma maison pendant que j'étais à l'hôpital, disant que c'était pour mon bien. Alors J'étais allongée dans un lit d'hôpital, me remettant d'une pneumonie, quand mon fils et sa femme m'ont apporté un cadeau. Une vieille tablette, ont-ils dit, juste pour me tenir compagnie. Mais ils ont été négligents. Ils ont oublié de se déconnecter de leur message. Et c'est ainsi que je l'ai vu. La notification qui a clignoté à l'écran, révélant leur plan le plus cruel. Ils vendaient ma maison. Mon foyer. Pendant que je gisais là, impuissante. Ils me voyaient comme une vieille femme fragile et confuse. Mais ils ont oublié qui j'étais avant d'être une mère. Et ils n'avaient aucune idée de la clause unique cachée dans les papiers de mon mari qui serait leur perte. Tout a commencé par une simple chute. Un moment, j'étais en train d'attraper une boîte de vieilles lettres de mon défunt mari Michel dans le grenier. L'instant d'après j'étais par terre, ma cheville hurlant de douleur. Le médecin a dit que c'était une fracture nette, mais à 72 ans, une fracture nette ressemble à une fissure dans les fondations même de votre indépendance. C'est dans cette chambre d'hôpital stérile et blanche, avec son odeur d'antiseptique et de peur, que mon fils, Philippe, m'a tenu la main. Sa propre main était chaude, son expression un masque parfait d'inquiétude. Maman, nous devons être pratiques, a-t-il dit, sa voix douce et raisonnable. Et si quelque chose de pire arrivait? Tu devrais me donner une procuration. Juste pour les urgences, pour que je puisse gérer tes factures et m'assurer que tu es prise en charge. J'ai regardé dans les yeux du garçon que j'avais élevé, de l'homme que j'aimais, et je n'ai vu qu'un fils inquiet pour sa mère. J'ai donc signé les papiers. Cela m'a semblé la bonne chose à faire. Cela m'a semblé être de la confiance. Je sais maintenant que cette confiance a été la première chose à être brisée, bien avant que mon os n'ait commencé à guérir. Une semaine plus tard, Philippe et sa femme, Sophie, ont emménagé. Ils ont appelé cela une mesure temporaire, une façon de garder un œil sur moi pendant que je me remettais. Sophie est arrivée comme un tourbillon de parfum cher et d'efficacité brusque, ordonnant à Philippe de déplacer mes affaires, leurs affaires, tout. Ma maison, celle que Michel et moi avions bâtie en 40 ans de rêves partagés et de tranquilles dimanches matins, a commencé à sembler moins la mienne. Mes albums photos, les courtes pointes cousues à la main par ma mère, ma collection de romans classiques. Tout cela a été soigneusement emballé dans des cartons et déplacé au garage. Pour faire plus de place, ma chérie, disait Sophie, sans me regarder. Nous devons juste être un peu plus organisés pour l'instant. Je hochais la tête et souriais, une boule se formant dans ma gorge. Je me disais que c'était ce que faisait la famille. Ils se serraient les coudes. Ils se sacrifiaient. Je n'avais juste pas réalisé que j'étais la seule à qui l'on demandait des sacrifices. La première vraie fissure dans mon déni soigneusement construit est apparue un mardi matin. J'avais enfin réussi à monter les escaliers seule, mon cœur gonflé d'une petite fierté. J'avais hâte de prendre une tasse de thé dans le fauteuil de Michel, le grand fauteuil en cuir usé qui conservait encore la légère odeur de son tabac à pipe. C'était mon espace sacré, l'endroit où j'allais me sentir proche de lui. Mais quand je suis entrée dans le salon, il n'était plus là. À sa place se trouvait une monstruosité grise et élégante qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, un meuble sans âme, sans histoire. Je suis restée là, appuyée lourdement sur ma canne, mon souffle coupé. Le vide de ce coin était un coup physique, un vide qui reflétait celui de ma vie depuis le départ de Michel. Sophie est arrivée en sifflotant de la cuisine, un smoothie à la main. Oh, bien, tu es debout? A-t-elle gazouillé, ses yeux glissant au-delà de moi vers la nouvelle chaise. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas une amélioration fabuleuse? L'ancienne était juste si morne. Il faut moderniser cet endroit, le faire entrer dans le nouveau siècle. Elle n'a pas demandé. Elle a annoncé. Je l'ai regardée, ma voix n'étant qu'un murmure. Où est-il, Sophie? Où est le fauteuil de Michel? Elle a fait un geste de la main désinvolte, un geste que je connaissais de mieux en mieux. Oh, je l'ai donné. Une association caritative est passée le chercher ce matin. Il ira dans une bonne famille, j'en suis sûre. Elle a souri, un sourire brillant et vide qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait effacé une partie de mon mari, une partie de moi, et a appelé ça une amélioration. C'est alors que Philippe est entré. Il a vu l'expression sur mon visage, les larmes qui montaient dans mes yeux, et pendant un instant fugace, j'ai vu un éclair du garçon que je connaissais.
Mais il a disparu aussi vite qu'il était venu quand il a regardé Sophie. Il a éclairci sa gorge. Maman, a-t-il dit, et son ton était l'ultime trahison. C'était le ton de quelqu'un qui apaise un enfant. Ne sois pas si sentimentale. Ce n'était qu'une chaise. Sophie essaie de rendre la maison agréable pour nous tous. Il a passé son bras autour des épaules de sa femme, présentant un front uni contre moi. Sa propre mère. Il se tenait là, deux statues modernes dans mon salon, tandis que le fantôme de mon mari et le réconfort qu'il représentait avaient été emportés comme des déchets. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait demi-tour et suis remontée à l'étage, chaque pas un effort monumental. J'ai avalé la pilule amère de mon chagrin et de leur manque de respect parce que, plus que le fauteuil, j'étais terrifiée d'être vraiment seule. Je me suis dit que ce n'était qu'un meuble. Que c'était un malentendu. Mais dans le silence de ma chambre, je connaissais la vérité. Il ne s'agissait pas du fauteuil. Il s'agissait de possession. Ils prenaient le contrôle, pièce par pièce, et ils avaient commencé par mon cœur. Ce fauteuil était la première pièce de ma vie qu'ils ont jetée avec tant de désinvolture, mais comme j'allais bientôt la prendre, ce n'était de loin pas la dernière. Le pire était encore à venir. C'est une sensation étrange et vide, que de devenir un fantôme dans les couloirs de sa propre vie. On commence à se demander si l'on est la seule à voir les murs se refermer. Si vous avez déjà ressenti ne serait-ce qu'un murmure de cela, et que vous voulez suivre mon parcours pour retrouver ma voix, peut-être pourriez-vous prendre un moment pour vous abonner et appuyer sur ce bouton j'aime. Cela signifierait beaucoup de savoir que vous êtes là. Et j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires de quelle ville ou même de quel pays vous écoutez. Cela rend ce grand monde un peu moins solitaire. Après l'incident du fauteuil de Michel, une trêve silencieuse s'est installée dans la maison, mais c'était le silence d'un champ de bataille après une défaite, pas le silence de la paix. Je me suis retirée, me disant que maintenir l'harmonie était la chose la plus importante. J'allais être plus petite, plus silencieuse, moins présente. Je pensais que si je ne demandais rien, je ne pouvais pas être un fardeau. J'avais terriblement tort. Ne rien demander a simplement facilité les choses pour qu'ils prennent tout. Cela a commencé par l'argent. Philippe m'a abordé un soir, son expression soigneusement décontractée. Il s'est assis sur le bord de mon lit, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait un secret à partager. Maman, a-t-il commencé, on est un peu à court. La boîte de vitesse de la voiture a rendu l'âme, et Sophie en a besoin pour le travail. On a juste besoin de quelques milliers pour tenir le coup. On te remboursera le mois prochain, je te le jure. Je l'ai regardé, mon fils, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Mon cœur souffrait pour lui. Ma propre voiture, une berline fiable que j'utilisais à peine, brillait dans le garage. Mais il n'a pas demandé la voiture. Il a demandé de l'argent liquide. Une partie de mon esprit, la partie vive et pratique qui avait géré les finances familiales pendant 40 ans, a crié une alerte. Mais la mère en moi, la partie qui ferait n'importe quoi pour alléger le fardeau de son enfant, a gagné. Je suis allée à mon bureau, mes mains tremblant légèrement en écrivant le chèque. Bien sûr, mon chéri, ai-je dit, ma voix me semblant lointaine. Tout ce dont tu as besoin. Il m'a donné une rapide étreinte soulagée et est parti. Le chèque a été encaissé le lendemain. Le mois prochain où je devais être remboursée n'est jamais venu. Ce fut le premier de nombreux prêts similaires. Bientôt, mes clés de voiture n'étaient plus miennes. Elles vivaient en permanence dans le sac à main de Sophie. C'est juste plus simple comme ça, Odile, expliquait-elle, pas méchamment, mais avec un air de finalité. C'est moi qui fais toutes les courses, qui fais les achats. Ça n'a aucun sens que tu les aies. Et ainsi, ma liberté d'aller à la bibliothèque, de visiter le parc où Michel et moi avions l'habitude de nous promener, a été restreinte. Je suis devenue une passagère dans ma propre vie, dépendante de l'emploi du temps et des caprices de Sophie. Puis est arrivée la carte de crédit. Cela a commencé par les courses. Je peux juste emprunter ta carte? Je vais faire un saut au magasin, disait-elle. Et je la lui tendais. Mais un après-midi, en vidant la poubelle de la cuisine, un reçu en est tombé. Il ne venait pas de l'épicerie. Il venait d'une boutique de luxe du centre-ville, pour un sac à main qui coûtait plus cher que toute ma pension mensuelle. L'achat avait été effectué avec ma carte, un jour où elle était censée être à une conférence de travail. Les murs de ma maison devenaient les murs d'une prison très confortable, très polie.
Mes vieilles amies ont arrêté d'appeler aussi souvent. J'ai essayé d'inviter ma meilleure amie, Isabelle, pour le thé un après-midi. Sophie a rôdé tout le temps, soupirant dramatiquement en essuyant des comptoirs déjà propres, commentant combien il était difficile d'entretenir la maison. L'air était si épais de son ressentiment qu'Isabelle est partie après moins d'une heure, me lançant un regard inquiet à la porte que j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Sophie m'isolait systématiquement, coupant mes liens avec le monde extérieur, me rendant de plus en plus dépendante d'elle. J'ai finalement rassemblé le courage de parler à Philippe. Je l'ai trouvé dans le salon, regardant un match de football. J'ai éteint la télévision. Le silence soudain a résonné comme un coup de tonnerre. « Philippe, il faut qu'on parle », ai-je commencé, la voix tremblante. Je lui ai tout raconté. L'argent qui n'a jamais été remboursé, la voiture, la carte de crédit, le sentiment d'être une étrangère dans ma propre maison. J'ai regardé son visage, priant de voir une lueur de compréhension, du fils qui s'était autrefois écorché le genou et avait pleuré dans mes bras. Au lieu de cela, son expression s'est durcie. Il a poussé un soupir exaspéré. « Maman, tu exagères vraiment. On est sous beaucoup de stress. Cet argent, c'était pour des factures, des choses importantes. Et Sophie gère la maison, bien sûr qu'elle a besoin de la voiture. Tu interprètes beaucoup trop les choses. » Il s'est levé, me tournant le dos. « Honnêtement, je pense que tu n'es juste pas habitué à avoir d'autres personnes autour. Tu devrais essayer un peu plus de t'adapter. » Et c'était tout. Il ne se contentait pas de rejeter mes sentiments. Il m'en rendait responsable. Il avait tellement absorbé le récit de Sophie que ma réalité n'existait plus pour lui. J'étais le problème. Mes sentiments étaient la gêne. J'ai regardé l'arrière de sa tête, le fils que je ne reconnaissais plus, et les dernières braises d'espoir dans mon cœur se sont transformées en cendres froides et grises. Il n'y avait personne vers qui me tourner. Il n'y avait personne qui m'écouterait. J'étais bel et bien seule, piégée dans une maison de souvenirs qui était systématiquement effacée, avec des gens qui voyaient mon amour comme une ressource à épuiser. J'ai arrêté d'essayer après cela. Je me suis retirée dans ma chambre, le seul espace qui me semblait encore partiellement mien. Mais le stress, le chagrin silencieux et incessant, a commencé à faire des ravages physiques. Une toux persistante s'est installée au fond de ma poitrine. J'ai ressenti une profonde lassitude qui n'avait rien à voir avec ma cheville cassée et tout à voir avec mon cœur brisé. Je me disais que ce n'était qu'un rhume, une conséquence de mon âge. Mais c'était un autre type de rhume, un frisson rauque et persistant qui semblait venir de mes os mêmes. J'ignorais les signes, tout comme j'avais ignoré tous les autres. Et cette ignorance, c'était l'erreur qui allait me conduire à un lit d'hôpital, et finalement, à une vérité bien plus écœurante que n'importe quelle maladie. Le froid qui me rongeait les os s'est transformé en un véritable enfer dans mes poumons. Le médecin a appelé ça une pneumonie. J'ai appelé ça la manifestation physique d'une âme abandonnée. Je me souviens de fragments du trajet en ambulance, des visages inquiets des ambulanciers, puis du plafond austère et impersonnel d'une chambre d'hôpital à Lyon. Philippe et Sophie étaient là, bien sûr. Ils ont parfaitement joué leur rôle. Sophie a lissé mes cheveux en arrière, son contact aussi froid que ses yeux. Philippe m'a tenu la main, sa prise ressemblant plus à une évaluation de ma faiblesse qu'à un geste de réconfort. Ils ont parlé aux infirmières à voix basse et sérieuse de mon état fragile. Ils avaient tout l'air de la famille dévouée et inquiète. C'était une performance magistrale, et moi, dans mon brouillard fiévreux, j'étais leur public captif. Ils venaient quotidiennement, mais leur visite était courte, ponctuée de regards vers leur montre et leur téléphone. Ils m'apportaient des magazines que je ne lisais pas et du thé tiède de la cafétéria de l'hôpital. Le 3e jour, ils ont amené ma petite fille, Clara. Elle a 15 ans, une bonne gamine au fond, mais complètement absorbée par son propre monde d'adolescente. Elle avait l'air mal à l'aise, jouant avec son téléphone. « On t'a apporté quelque chose, mamie ?» a dit Philippe, désignant une tablette usée que Clara tenait. « C'est l'ancienne de Clara. On s'est dit que tu pourrais regarder des photos, peut-être des séries. Juste pour ne pas t'ennuyer. » Clara me l'a tendue avec un sourire timide. « Le mot de passe Wi-Fi est au dos, mamie », a-t-elle dit. « Juste. N'aille pas dans mes dossiers photos, d'accord ? Il n'y a que des selfies bizarres. » Je lui ai fait un faible sourire et les ai remerciés. Cela semblait être un geste sincèrement gentil, un petit lien avec le monde extérieur. Après leur départ, le silence de la chambre est retombé,
seulement brisé par le bip rythmé du moniteur cardiaque à côté de mon lit. Pendant des heures, la tablette est restée sur la table de chevet, intacte. J'étais trop fatiguée, trop vaincue pour même l'allumer. Mais alors que le crépuscule peignait la fenêtre en gris, une profonde solitude m'a envahie. J'ai tendu la main vers l'appareil, mes doigts tâtonnant le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, montrant une photo de Clara et de ses amis. J'ai souri, un sourire sincère et triste. Puis, l'écran s'est illuminé avec une bannière de notification en haut. Un message. De Sophie. Les mots ont brûlé mes rétines, plus clairs que tout ce que j'avais vu depuis des jours. Le panneau à vendre est sur la pelouse. L'agent dit qu'avec la procuration et à l'hôpital, on peut conclure dans 30 jours. Dis à ta grand-mère qu'elle te manque. Visage clin d'œil. Mon souffle s'est coupé. L'air dans mes poumons, déjà si rare, a semblé disparaître complètement. Mon moniteur cardiaque a commencé à biper un peu plus vite. Pendant un instant, mon esprit a refusé de le traiter. Une erreur. Ce devait être une erreur. Ma main, tremblant de façon incontrôlable, a touché la notification. Et l'application de messagerie s'est ouverte, révélant non pas ce seul message, mais toute l'histoire sordide de leur plan. Tout était là. Des mois de conversation entre Sophie et Philippe. Ils planifiaient cela depuis le jour où ils avaient emménagé. J'ai fait défiler, mon pouce bougeant mécaniquement tandis que mon monde s'effondrait. Je les ai vus se moquer de ma sentimentalité à propos du fauteuil de Michel. Je les ai vus rire des prêts qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rembourser. J'ai vu Sophie envoyer à Philippe des liens vers des vacances de luxe qu'il prendrait une fois que la maison de la vieille relique serait vendue. Ils avaient un nom pour moi dans leur discussion privée, le distributeur. Ils discutaient des maisons de retraite qui étaient les moins chères, débattant des mérites d'un établissement morne par rapport à un autre en fonction du coût, et non des soins. Tant que c'est assez propre pour ne pas être fermé, qui s'en soucie? Avait écrit Sophie. La réponse de Philippe était un simple et accablant lol. La partie la plus douloureuse était de voir la complicité de Philippe. Il n'était pas seulement un homme faible influencé par sa femme. Il était un participant actif. Il plaisantait avec elle. Il l'encourageait. C'est lui qui a suggéré d'accélérer le plan quand je suis tombée malade. Cette pneumonie est une bénédiction déguisée, avait-il tapé, juste hier. Elle est trop à côté de la plaque pour remarquer quoi que ce soit. On peut aller vite. Une bénédiction déguisée. Mon potentiel lit de mort était leur opportunité commerciale. Le bip du moniteur cardiaque s'est fait plus insistant, un contrepoint frénétique au silence de mort dans mon âme. Je n'étais pas juste gérée ou exploitée. J'étais éliminée. Ils vendaient ma maison, mon passé, mon avenir, et prévoyaient de me jeter dans un coin oublié pour y pourrir, tout en me souriant et en me disant qu'ils m'aimaient. J'ai laissé la tablette tomber de mes mains. Elle a cliqueté doucement sur la fine couverture de l'hôpital. J'ai regardé le plafond, les dalles tachées d'eau que je n'avais pas remarquées auparavant. Le monde en dehors de cette chambre, le monde où mon fils m'aimait et où ma maison était en sécurité, avait été une fantaisie. C'était la réalité. La chambre froide et stérile, le bip rythmé d'une machine suivant mon corps défaillant, et la connaissance d'une trahison si profonde qu'on aurait dit qu'un organe physique m'avait été arraché de la poitrine. La femme qui avait fait confiance, qui avait espéré, qui avait cherché des excuses pour le garçon qu'elle avait élevé, a cessé d'exister à ce moment-là. La fièvre dans mes poumons n'était rien comparée à la glace qui se formait autour de mon cœur. Et alors qu'une infirmière se précipitait, alertée par le bip frénétique du moniteur, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la glace s'étendre. La vieille Odile était partie. Quelqu'un d'autre était sur le point de se réveiller. L'infirmière, une femme gentille aux yeux inquiets, s'est affairée autour de moi. Elle a vérifié mes signes vitaux, ajusté mes oreillers et demandé si j'avais mal. J'avais envie de rire. La douleur? La sourde douleur dans ma poitrine n'était qu'un écho lointain comparé à la blessure béante qui s'était ouverte dans mon âme. J'ai simplement secoué la tête et murmuré que j'étais fatiguée. Elle m'a regardée, une lueur de préoccupation professionnelle mêlée de sympathie humaine, et a baissé les lumières avant de partir. Dans la semi-obscurité, la seule lumière provenait de l'écran lumineux de la tablette de Clara, un phare diffusant ma ruine. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. Elle me semblait un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Le choc avait été un coup physique,
Un impact sidérant qui m'avait laissé sans souffle. Mais ce qui a suivi n'était pas du chagrin. C'était une clarté terrifiante et absolue. Chaque petite offense, chaque geste de la main désinvolte de Sophie, chaque mensonge apaisant de Philippe, tout s'est mis en place. Ce n'était pas une série de malentendus malheureux. C'était une stratégie. Une campagne froide et calculée pour me démanteler, mentalement et financièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une signature sur un papier pointillé. Ils n'avaient pas vu une mère ou une grand-mère. Ils avaient vu un obstacle. Un obstacle ambulant, parlant, respirant, assis sur leur héritage. Mon amour, ma confiance, ma volonté de préserver la paix. Ce n'étaient pas des qualités qu'ils respectaient. C'étaient des faiblesses qu'ils avaient identifiées et exploitées avec une efficacité impitoyable. La honte que j'ai ressentie était brûlante. Non pas la honte d'avoir été trahi, mais la honte d'avoir été si volontairement aveugle. Je suis restée allongée là pendant ce qui a semblé des heures, rejouant chaque scène, chaque conversation, mais cette fois à travers un nouvel angle. L'angle de la vérité. Le fauteuil de Michel n'était pas une victime de la redécoration. C'était la première salve, un test pour voir jusqu'où j'irais. Les prêts ne naissaient pas du désespoir. C'étaient des retraits systématiques du distributeur. La procuration n'était pas un filet de sécurité. C'était l'arme qu'ils attendaient d'utiliser. Et ma maladie, ma pneumonie? Ce n'était pas une tragédie pour eux. C'était une opportunité. Une bénédiction déguisée. Cette phrase a résonné dans la chambre silencieuse, chaque mot un coup de marteau, forgeant mon cœur brisé en quelque chose de dur et tranchant. C'est à ce moment-là, fixant le plafond obscurci, que la parajuriste que j'avais été a commencé à se réveiller. Pendant 30 ans, j'avais été maman puis mamie. Ma vie professionnelle, un monde de contrats et de clauses, de précédents légaux et de failles, semblait appartenir à une autre vie. J'y avais été bonne, méticuleuse. Je comprenais le pouvoir du mot écrit, l'autorité inébranlable d'un document légalement contraignant. Et alors que j'étais allongée là, rejetée et considérée comme finie, un souvenir précis a refait surface, traversant le brouillard de ma dévastation émotionnelle. C'était le souvenir d'un après-midi d'été dans le bureau poussiéreux d'avocat de Michel, des années avant qu'il ne disparaisse. Nous mettions à jour nos testaments. Lui, toujours l'avocat prudent, avait insisté pour ajouter une clause spécifique et inattaquable à l'acte de propriété de notre maison. C'est ce qu'on appelle un usufruit, Lynn, m'avait-il expliqué, tapotant le papier avec son stylo. Cela signifie que la maison est à toi, et à toi seul, aussi longtemps que tu vivras. Personne ne peut la vendre, y prendre hypothèque, ou te mettre dehors. Pas même Philippe. Cela te protège avant tout. À l'époque, je trouvais cela inutile, un peu morbide. Maintenant, c'était tout. Un lent sourire a effleuré mes lèvres pour la première fois depuis des jours, mais ce n'était pas un sourire de chaleur ou de bonheur. C'était un sourire de pure, froide et terrible détermination. Ils avaient la procuration. Ils avaient un agent immobilier. Ils avaient un acheteur. Ils avaient leur cupidité et leurs blagues secrètes et cruelles. Mais j'avais Michel. J'avais sa prévoyance. Et j'avais une clause d'usufruit enterrée au bureau d'enregistrement, une forteresse légale dont ils ne savaient rien. Ils avaient oublié qui j'étais, la femme qui avait relu des documents légaux avec un regard d'aigle. Ils m'avaient complètement sous-estimé. Et cela, j'ai réalisé, alors que la première lueur de l'aube filtrait à travers la fenêtre, allait être leur erreur la plus coûteuse. Le fantôme dans les couloirs était sur le point de commencer à hanter. J'ai repris la tablette. Je n'ai pas regardé leurs messages. J'ai ouvert le navigateur web et j'ai commencé à chercher. J'ai cherché les meilleurs avocats spécialisés en droit immobilier à Lyon. J'ai recherché comment déposer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. J'ai lu comment révoquer une procuration. Mon esprit, autrefois embrouillé par le chagrin, était maintenant une machine, absorbant l'information, formulant un plan. Dans cette chambre d'hôpital froide, alors que le monde croyait que je m'éteignais, je planifiais en silence, secrètement, une guerre. Et c'est étrange à admettre, mais alors que j'étais allongée là, complotant la reprise de ma vie, une pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé combien de personnes, dans leur propre chambre silencieuse, avaient ressenti ce même sentiment d'être complètement effacées. Si mon histoire, cette lente combustion de trahison et de renaissance, parle à une partie de votre propre vie,
Je vous invite à rejoindre cette petite communauté. Abonnez-vous, si vous en avez envie, et peut-être laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle ville vous entendez cela. C'est un réconfort de savoir qu'on ne crie pas dans le vide. Le jour où je suis sortie de l'hôpital a été comme être libérée d'un territoire ennemi. Sophie et Philippe étaient là, leurs visages marqués par pratiquait l'inquiétude. Sophie s'est affairée autour de mon manteau, tandis que Philippe me tenait le bras d'une prise qui ressemblait plus à une possession qu'à un soutien. On va te ramener à la maison et t'installer, maman, a dit Philippe, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Tu as juste besoin de te reposer et de ne t'inquiéter de rien. J'ai regardé son visage, celui du fils dont la trahison était si fraîche qu'elle était encore une plaie ouverte, et je lui ai fait un petit sourire faible. Merci, mon chéri, ai-je murmuré. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche, mais c'était un poison nécessaire. Ma convalescence, mon combat, dépendaient de ma capacité à jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, la vieille femme fragile, reconnaissante et béatement ignorante. Le trajet de retour fut surréaliste. J'ai vu le panneau à vendre sur ma propre pelouse. C'était une chose audacieuse, criarde, un objet étranger planté au cœur de ma vie. Mon estomac s'est noué, mais mon visage est resté placide. Sophie a croisé mon regard dans le rétroviseur. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Odile, a-t-elle dit rapidement, un peu trop joyeusement. C'est juste une formalité. On explore juste les options pour l'avenir. Pour s'assurer que tu es prise en charge. J'ai simplement hoché la tête, comme si son explication absurde avait parfaitement du sens, et j'ai regardé par la fenêtre. Il pensait que mon silence était de l'acceptation. Il n'avait aucune idée que c'était de l'observation. J'étais un général en mission de reconnaissance, étudiant le terrain avant la bataille. La première chose que j'ai faite lorsqu'ils sont partis pour une course importante, qui, je le savais d'après leur message, était un rendez-vous avec l'agent immobilier, a été de passer un coup de fil. Je n'ai pas appelé les avocats que j'avais recherchés. Pas encore. J'ai appelé la seule personne en qui je savais pouvoir avoir une confiance absolue, ma meilleure amie, Isabelle. Isabelle avait été agent immobilier pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Elle connaissait le marché lyonnais, et ses subtilités légales, mieux que quiconque. Quand elle a répondu, sa voix était pleine de chaleur et d'inquiétude. « Odile, comment tu te sens ?» J'étais tellement inquiète. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. « Isabelle, ai-je dit, ma voix basse et urgente. J'ai besoin de ton aide. Et il faut que tu ne poses pas trop de questions pour l'instant. » Je lui ai raconté une version soigneusement éditée de l'histoire. Je lui ai dit que Philippe et Sophie essayaient de vendre la maison en douce en utilisant la procuration que j'avais bêtement signée. J'ai omis la partie de la tablette. La profondeur de leur cruauté était une horreur privée que je n'étais pas prête à partager. Mais je n'avais pas besoin de la partager pour qu'Isabelle comprenne. Il y a eu une vive inspiration de l'autre côté du fil, suivie d'un silence lourd d'indignation. Cette petite fouine, a-t-elle finalement sifflé, et j'ai su qu'elle parlait de Philippe. Puis, ses instincts professionnels ont pris le dessus. Odile, est-ce que Michel a déjà la chose dont on a parlé? J'ai fermé les yeux de soulagement. Elle se souvenait. Oui, ai-je dit, l'usufruit. C'est sur l'acte de propriété. Alors ils ne peuvent rien faire, a-t-elle dit, sa voix un baume de certitude. Une procuration ne peut pas annuler une clause d'usufruit sur un acte de propriété. Ils peuvent signer tout ce qu'ils veulent, mais la recherche de titre du notaire les arrêtera net. Ils ne pourront pas émettre un titre de propriété clair. La vente ne passera jamais. Une vague de soulagement profond m'a envahi, si puissante qu'elle m'a donné le vertige. Michel m'avait protégée, même depuis l'au-delà. Mais Isabelle, ai-je dit, la stratège naissante en moi prenant le dessus, je ne veux pas juste que ça échoue. Je veux qu'ils sachent pourquoi ça a échoué. Je veux qu'ils aillent droit jusqu'à la ligne d'arrivée et que la porte leur soit claquée au nez. Isabelle est restée silencieuse un instant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit aiguisé. D'accord, a-t-elle dit lentement. J'ai une idée. C'est un peu dramatique, mais ce qu'ils te font l'est aussi. Son plan était simple, élégant et magnifiquement cruel. Je ne ferai rien. Je les laisserai procéder. Je les laisserai trouver un acheteur, accepter une offre et aller jusqu'à la table de signature chez le notaire.
Pendant ce temps, Isabelle utiliserait ses anciens contacts pour savoir quel était le notaire et l'étude. Et je contacterai un avocat. Elle m'a donné le nom d'un homme acharné appelé Maître Dubois, pour préparer 2 documents. Le premier était une révocation formelle de la procuration. Le second, et le plus important, était une notification d'une procédure judiciaire en cours, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. C'est une notification formelle déposée auprès du greffe du tribunal qui déclare qu'une propriété fait l'objet d'un litige en cours, rendant effectivement impossible sa vente tant que le litige n'est pas résolu. On ne le déposera que le jour de la signature, a expliqué Isabelle, une pointe de malice dans la voix. On les laissera s'asseoir à cette table, rêvant de leur butin. Ensuite, ton avocat enverra par courriel au notaire l'avis de dépôt. Le notaire devra arrêter la procédure immédiatement. Ce sera un registre public de leur tentative de fraude. Ce sera glorieux. Un sourire sincère, le premier depuis ce qui semblait une éternité, s'est étendu sur mon visage. C'était parfait. Ce n'était pas juste une défense. C'était une embuscade. J'ai passé le reste de l'après-midi au téléphone avec le cabinet de Maître Dubois, prenant rendez-vous. J'ai ressenti une poussée d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. La vieille femme fragile et confuse était partie. À sa place se trouvait une cliente, une plaignante, une femme avec un plan. Ce soir-là, lorsque Sophie et Philippe sont rentrés, bavardant joyeusement d'une offre en espèces fantastiques qu'ils avaient reçue, je me suis juste assise dans mon coin, sirotant mon thé, et leur ai fait un autre sourire faible et reconnaissant. Laissez-les célébrer. Leur fête de victoire était sur le point d'être annulée. Les 2 semaines suivantes furent un cours magistral en tromperie, et j'ai découvert, à ma grande surprise, que j'étais une actrice remarquablement douée. J'ai perfectionné le rôle de la matriarche fragile. Je traînais des pieds quand je marchais, je demandais à Sophie de répéter les choses comme si je ne pouvais pas entendre, et je simulais une confusion touchante à propos des opérations bancaires modernes lorsque Philippe évoquait la consolidation de mes comptes pour simplifier. Chaque performance était une petite victoire privée, une couche de camouflage qui me permettait de travailler sans être détecté. Pendant qu'il voyait une femme sombrant dans l'impuissance, je passais mes après-midi dans ma chambre, non pas à faire la sieste, mais à orchestrer ma contre-offensive avec la précision d'un général chevronné. Ma première démarche fut de rencontrer Maître Dubois. Isabelle m'a conduite, se garant à un pâté de maison de son cabinet dans le centre-ville. J'ai dit à Sophie que j'avais un rendez-vous de suivi avec mon pneumologue, un mensonge à la fois plausible et heureusement non remis en question. Maître Dubois était exactement comme Isabelle l'avait décrit, un homme d'une 60aine d'années aux yeux vifs et intelligents et à l'air impatient et pragmatique. J'ai exposé la situation, lui présentant une copie de l'acte de propriété qu'Isabelle avait obtenu en ligne auprès des services de la publicité foncière, avec la clause d'usufruit surlignée. Je lui ai parlé de la procuration et de leur tentative actuelle de vendre la maison. Je n'avais pas besoin d'embellir. Les faits eux-mêmes étaient accablants. Il a écouté sans interruption, ses doigts joints posés sur son menton. Quand j'ai eu terminé, il a fait un hochement de tête court et sec. « C'est limpide », a-t-il dit, sa voix un grognement bas. Ils commettent une fraude. La procuration ne leur donne aucune autorité pour éteindre votre droit d'usufruit. C'est un droit inattaquable sur la propriété. Il a expliqué les aspects légaux avec une clarté qui a apaisé mes dernières angoisses. La révocation de la procuration était de simples formalités administratives. La notification de procédure était notre atout majeur. Nous la préparerons et la conserverons, a-t-il confirmé, faisant écho au plan d'Isabelle. Vous me donnerez la date et l'heure de la signature, et je m'assurerai personnellement qu'elle soit déposée au tribunal et envoyée par courriel au notaire pas plus d'1 heure avant. Ils ne verront rien venir. J'ai quitté son cabinet me sentant 10 kilos plus légère, armée non seulement d'un plan, mais de toute la force de la loi derrière moi. La deuxième partie de mon plan était financière. Je ne pouvais pas les laisser siphonner un centime de plus. Pendant que Philippe et Sophie étaient sortis un après-midi, célébrant leurs gains imminents dans un restaurant chic, un détail que j'ai glané grâce à un autre coup d'œil accidentel à la tablette de Clara, toujours connectée, j'ai pris un taxi pour ma banque. Pas l'agence que je fréquentais habituellement, mais une de l'autre côté de la ville. Je me suis assise avec le directeur d'agence, une femme aimable qui connaissait Michel et moi depuis des années. J'ai expliqué qu'en raison de changements de situation familiale,
Je devais restructurer mes finances pour ma propre protection. En moins d'une heure, j'avais ouvert de nouveaux comptes accessibles uniquement par mois. J'ai transféré l'intégralité de mes économies et de mes fonds de retraite, ne laissant sur le compte joint que j'avais avec Philippe que quelques centaines d'euros. J'ai demandé à la banque d'émettre une opposition à tous les prélèvements récurrents initiés par lui ou Sophie et j'ai fait annuler et réémettre mes cartes de crédit avec de nouveaux numéros, envoyés à une nouvelle boîte postale que j'avais ouverte ce matin-là. Je coupais systématiquement chaque lien financier, les laissant attachés à une bouée de sauvetage qui venait de se vider. La dernière pièce était la maison elle-même. Je jouais un jeu dangereux en les laissant penser qu'ils pouvaient la vendre. Je devais être préparé aux conséquences. J'ai utilisé ma nouvelle carte de crédit secrète pour payer les honoraires initiaux de Maître Dubois. Puis j'ai demandé à Isabelle de m'aider à rédiger un avis formel d'expulsion. Nous avons utilisé les modèles légaux corrects, citant la loi. C'était fait notarié et prêt, caché au fond de mon panier à tricot, sous des pelotes de laine. Je ne défendais plus seulement mon territoire. Je me préparais à le reprendre, entièrement et complètement. Pendant toute cette période, je les ai observés. J'ai écouté leurs conversations excitées et murmuré sur la nouvelle voiture que Sophie voulait, l'investissement que Philippe envisageait. Ils se partageaient le butin d'une guerre qu'ils n'avaient même pas encore gagnée. Ils s'affairaient autour de moi avec un air de pitié condescendante, me remettant mes oreillers et m'apportant du thé, tout en me voyant comme un fantôme à leur festin. Un soir, Sophie s'est assise avec moi, me montrant une brochure glacée pour un endroit appelé les Jardins d'Or. « Regarde, Odile », a-t-elle dit, sa voix mielleuse. « Chambre privée, activité organisée. Tu seras tellement plus heureuse avec des gens de ton âge. » J'ai regardé les photos de personnes âgées souriantes aux yeux vides et j'ai ressenti un frisson. C'était l'avenir qu'ils avaient prévu pour moi. Une boîte beige et stérile où je serais stockée et oubliée. J'ai pris la brochure, lui ai tapoté la main et j'ai dit « Ça a l'air très paisible, ma chérie. Merci d'avoir pensé à moi. » À l'intérieur, la parajuriste souriait de son sourire froid et secret. La signature était dans 3 jours. Leur jardin d'or était sur le point de devenir un champ de mine. Le premier tremblement dans le monde parfait de Sophie et Philippe est survenu 2 jours avant la signature. C'était petit, presque insignifiant, mais c'était la première fissure dans leur fondation d'arrogante certitude. Sophie est rentrée de mauvaise humeur, claquant son nouveau sac à main de créateur, et, je le soupçonnais, bientôt retournée, sur le comptoir de la cuisine. J'étais assise à la table, ostensiblement en train de lire un roman, mais en réalité, j'écoutais chaque bruit dans la maison. Elle a soufflé et s'est agitée dans la cuisine, ouvrant et fermant le réfrigérateur avec une force inutile. Philippe, attiré par le remue-ménage, est entré du salon. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» a-t-il demandé, sa voix prudente. « Ma carte a été refusée ?» a-t-elle claqué, sa voix un sifflement bas et furieux. Elle s'est tournée pour me fusiller du regard, bien que son accusation fût dirigée vers Philippe. La carte de crédit. Celle qu'on utilise pour les courses. J'étais à ce nouveau marché bio, et elle a été refusée. Humiliant. Philippe a froncé les sourcils. « C'est impossible, » a-t-il dit, sortant son téléphone. « Il devrait y avoir plein sur ce compte. La retraite de maman vient d'être versée la semaine dernière. » J'ai tourné une page de mon livre, mon cœur faisant un petit bond triomphant. Je l'ai regardé tapoter sur son téléphone, son front se plissant de confusion. « C'est bizarre, » a-t-il marmonné. « Impossible de me connecter au compte joint. Ça dit que le mot de passe a été changé. » Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une lueur de suspicion pour la première fois. « Maman, tu as appelé la banque pour quelque chose? Tu as changé le mot de passe ?» J'ai levé les yeux de mon livre, mon expression un masque soigneusement élaboré d'innocence désemparée. « La banque? Oh, grand Dieu non, mon chéri, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Tu sais bien que je ne comprends rien à toutes ces affaires d'ordinateur. C'est pour ça que tu t'en occupes pour moi. Peut-être que leur système est en panne? » La suspicion dans ses yeux s'est estompée, remplacée par de l'agacement envers la banque, envers le désagrément. Il ne pouvait pas faire le lien logique. Dans son esprit, j'étais une invalide, une non-entité. L'idée que je puisse ou veuille prendre une action aussi décisive lui était aussi étrangère que la physique quantique. Il a passé l'heure suivante au téléphone avec le service automatisé de la banque, devenant de plus en plus frustré, pendant que je continuais calmement ma lecture.
La sève de leurs dépenses somptueuses avait été coupée, et ils n'avaient même pas réalisé que la blessure était auto-infligée. Le lendemain, la veille de la signature, le deuxième tremblement a frappé. Il était plus grand. Le promoteur qui avait fait l'offre en espèces sur la maison avait envoyé une équipe pour les dernières mesures en vue de leur rénovation prévue. Philippe et Sophie vibraient littéralement d'excitation, faisant visiter la maison aux hommes, montrant les murs qu'ils prévoyaient d'abattre, parlant des aménagements. Ils me traitaient comme un meuble ancien qui serait bientôt envoyé au garde-meubles, me souriant avec indulgence pendant que j'étais assise dans mon coin. Ne faites pas attention à ma mère, a dit Philippe à l'entrepreneur avec un petit rire. Elle est un peu dépassée par toute cette agitation. Plus tard dans l'après-midi, l'agent immobilier a appelé. J'étais dans la cuisine, en train de me faire une tasse de thé, quand Philippe a répondu dans la pièce voisine. Son côté de la conversation a commencé joyeusement. Salut, Marc. Ouais, on est prêt pour demain. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix a perdu son assurance. Il y a eu une longue pause. J'entendais le son faible et métallique de la voix de l'agent immobilier de l'autre côté du fil. Un problème? Quel genre de problème? Une irrégularité du titre? C'est impossible. On a la procuration. Tout est parfaitement légal. Une autre pause, plus longue cette fois. Bon, qu'est-ce que le notaire dit? Ils enquêtent? Qu'est-ce qu'il y a à enquêter? Ça va retarder la signature, n'est-ce pas? Sa voix montait maintenant, teintée de panique. Non, non, ce n'est pas acceptable. Il faut que ça passe demain. On a fait des projets. Il a raccroché, et le silence qui a suivi était pesant. Sophie est entrée dans la pièce, le visage masqué d'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Marc a dit? Philippe a passé une main dans ses cheveux, le visage pâle. Il y a un problème avec la recherche de titre, a-t-il dit, la voix tendue. Une irrégularité. Le notaire enquête. Marc dit que c'est probablement juste une erreur administrative d'il y a des années, mais ça pourrait retarder la signature d'un jour ou deux. Une erreur administrative. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon thé. Ce n'était pas une erreur. C'était une forteresse. La forteresse de Michel. Et il se tenait aux portes, les secouant avec confusion, complètement inconscient que la femme qu'il voyait comme une prisonnière était celle qui tenait la clé. Ils ont passé le reste de la soirée à passer des coups de fil frénétiques, leur voix un cocktail de frustration et de panique montante. Leurs rêves étaient différés, et ils n'avaient aucune idée pourquoi. Ils me regardaient toujours et ne voyaient rien. Ils n'avaient aucune idée que l'erreur administrative était assise juste là dans la pièce avec eux, savourant tranquillement son thé. Le matin de la signature est arrivé, non pas avec l'excitation folle que Philippe et Sophie avaient anticipée, mais avec une couverture épaisse et suffocante d'anxiété. Ils avaient passé la moitié de la nuit debout, faisant les 100 pas et passant des appels frénétiques et chuchotés. L'erreur administrative chez le notaire restait un mystère insoluble, un fantôme frustrant qui menaçait de faire dérailler tout leur avenir. L'agent immobilier, Marc, les avait appelés tôt, la voix tendue. Le notaire avait officiellement suspendu la signature. Il leur a conseillé de se rendre au cabinet quand même, pour essayer de régler ça en personne. Ils étaient convaincus que c'était un accroc bureaucratique, un papier perdu quelque part dans un dossier poussiéreux. Leur arrogance était si profonde qu'ils ne pouvaient toujours pas imaginer que l'obstacle était une personne. Spécifiquement, moi. Ils ont quitté la maison en hâte, enfilant leurs plus beaux vêtements comme si leur apparence pouvait d'une manière ou d'une autre intimider un document légal. On va arranger ça, maman, a dit Philippe, s'arrêtant à ma porte. Ne t'inquiète pas. J'ai simplement hoché la tête depuis mon fauteuil, mon tricot reposant sur mes genoux. Dès que leur voiture a quitté l'allée, j'ai fait mon propre mouvement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Isabelle. C'est le moment, ai-je dit. 1 heure plus tard, la voiture d'Isabelle est arrivée. Mais elle n'était pas seule. Sur le siège passager se trouvait Maître Dubois, sa mallette posée sur ses genoux comme un chien de garde loyal et endormi. Ils sont entrés, et nous nous sommes assis tous les trois dans mon salon, mon vrai salon, pas celui que Sophie avait essayé de créer, et avons attendu. Maître Dubois avait déjà envoyé le courriel. Le piège était tendu. Il était juste après 11 heures quand leur voiture a crissé dans l'allée. Ils ont fait irruption par la porte d'entrée, leur visage un mélange orageux de fureur et d'incrédulité totale.
La cravate de Philippe était desserrée, et le maquillage parfaitement appliqué de Sophie était maculé, comme si elle avait pleuré des larmes de rage. Ils se sont arrêtés net dans l'entrée en nous voyant. Moi, assise calmement dans mon fauteuil. Isabelle, l'air calme et posé sur le canapé. Et Maître Dubois, un étranger formidable dans un costume impeccable, qui s'est levé lentement. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? A bégayé Philippe, ses yeux allant de l'un à l'autre, son cerveau luttant pour comprendre la scène. Qu'est-ce qui se passe? Sophie a retrouvé sa voix en premier. Elle était perçante, laide. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle hurlé, me pointant un doigt tremblant. C'est ta faute. Marc nous l'a dit. Une procédure judiciaire que tu as intentée. Tu nous as sabotés. Maître Dubois a fait un pas en avant, et sa présence calme et autoritaire a immédiatement aspiré l'air de leur hystérie. Mon nom est Arthur Dubois, a-t-il dit, sa voix tranquille mais portant le poids du maillet d'un juge. Je suis le conseil juridique de Madame Lambert. Il a désigné la table basse. Sur elle, disposée en une rangée nette et indéniable, se trouvaient 3 documents. Ceci, a-t-il dit, tapotant le premier, est une révocation légalement déposée de la procuration dont vous avez abusé. Depuis 9 heures ce matin, vous n'avez aucune autorité pour agir au nom de ma cliente. Il a tapoté le deuxième document. Ceci est une copie de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui a été déposée au greffe du tribunal et envoyée à votre notaire. Elle notifie qu'une action en justice est en cours concernant cette propriété, spécifiquement concernant une transaction frauduleuse. C'est pourquoi votre vente a été stoppée. Il a fait une pause, laissant les mots s'enfoncer. Le visage de Philippe était passé du rouge à un blanc crayeux et maladif. Sophie fixait le vide, la bouche ouverte. Et ceci, a dit Maître Dubois, tapotant le document final, le plus important, est une copie certifiée de l'acte de propriété de cette maison. J'aimerais attirer votre attention sur l'article 4, section B. Il a glissé le papier sur la table. C'est une clause d'usufruit. Elle stipule, sans équivoque, que cette propriété appartient à Odile Lambert pour la durée de sa vie naturelle, et qu'elle ne peut être vendue, transférée ou grevée d'aucune autre manière sans son consentement exprès et écrit, lequel prime sur toute procuration générale. Vous n'avez jamais eu l'autorité de vendre cette maison. Vous ne l'auriez jamais eue. Chaque action que vous avez entreprise ces 3 derniers mois était basée sur une fantaisie. Le silence dans la pièce était absolu. Il fixait les papiers, le texte noir sur blanc qui venait de faire exploser leur vie. Ils m'ont regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Ils ne voyaient pas une vieille femme fragile et confuse. Ils voyaient l'architecte de leur ruine. C'est alors que j'ai enfin parlé. Ma voix était égale, dépourvue du tremblement qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Je crois qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit, faisant écho aux mots que j'avais prononcés quelques jours auparavant, mais cette fois, ils étaient teintés de fer. Une mécompréhension sur la propriété de cette maison. Et sur moi. J'ai regardé Philippe droit dans les yeux, mon propre fils. Non, je ne suis pas une erreur administrative, Philippe. Je suis ta mère. Sophie a finalement craqué. Vous sorcière. A-t-elle bredouillé? Après tout ce que nous avons fait pour vous. Maître Dubois a levé une main. Je vous conseillerais de garder le silence, madame, a-t-il dit à Sophie, sur un ton glacial. Ma cliente fait preuve d'une extrême générosité en ne poursuivant pas pour fraude pénale pour l'instant. Une générosité qui pourrait être révoquée. Cette seule phrase est restée suspendue dans l'air, mortelle et finale. La combativité s'est échappée d'eux, remplacée par l'horreur naissante et écœurante de leur nouvelle réalité. Ils avaient perdu. Complètement et irrévocablement. Je me suis levée, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des années. C'est ma maison, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Et vous n'y êtes plus les bienvenus. J'ai marché jusqu'à mon panier à tricot et j'ai sorti le dernier document. Ceci est un avis formel d'expulsion. Vous avez 72 heures pour vous retirer, vous et vos affaires. Après cela, je ferai changer les serrures, et tous les objets laissés seront considérés comme abandonnés. J'ai placé le papier dans la main molle et sans résistance de Philippe. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Les 72 heures qui ont suivi ont été une symphonie de désespoir pathétique. Le premier stade fut l'incrédulité, qui se mua rapidement en rage. Ils ont parcouru la maison, non pas en faisant leurs cartons,
mais en pestant contre l'injustice de tout cela. Leur injustice, pas la mienne. Je suis restée dans ma partie de la maison, Isabelle restant souvent pour le thé, sa présence un bouclier silencieux et solidaire. Nous les entendions à travers les murs. La voix de Sophie, perçante et accusatrice, blâmant Philippe de ne pas m'avoir mieux géré. La voix de Philippe, un marmonnement bas et vaincu, ponctué par le fracas occasionnel de quelque chose jeté dans leur chambre. Ils étaient comme des enfants gâtés à qui l'on avait dit non pour la toute première fois, et leur crise de colère était aussi laide que prévisible. Le deuxième jour, ils ont changé de tactique. La rage s'est dissoute en une démonstration maladive et transparente de remords. C'est Philippe qui est venu à moi en premier. Il a frappé doucement à la porte de ma chambre, un spectacle que je n'avais pas vu depuis des mois. J'ai ouvert et je l'ai juste regardé. Ses yeux étaient cernés de rouge, ses épaules affaissées. Il avait répété ce discours. « Maman » a-t-il commencé, sa voix lourde d'émotion contrefaite. On a fait une erreur. Une terrible erreur. On était juste, stressé. Par l'argent? On n'a jamais voulu te faire de mal. On t'aime. Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. L'amour? Ai-je demandé, et ma voix était sincèrement curieuse, comme celle d'un scientifique examinant un spécimen étrange. C'est comme ça que tu appelles ça? Plaisanter avec ta femme sur la maison de retraite bon marché ou me jeter? Appeler ma mort potentielle une bénédiction déguisée pour pouvoir vendre ma maison plus vite? M'appeler le distributeur dans vos messages privés? J'ai vu la couleur s'échapper de son visage. Le récit vague et déniable. Qu'il s'était construit dans sa tête, qu'il n'était qu'un fils stressé essayant de faire ce qui était le mieux, a percuté la dure et laide vérité de ses propres mots. Il n'avait aucune défense. Il m'a juste regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. J'ai vu les messages, Philippe, ai-je dit doucement, portant le coup de grâce. J'ai tout vu. Il a tressailli comme si je l'avais frappé physiquement. La dernière de ses illusions s'est évaporée, ne laissant que la coquille vide d'un homme qui avait trahi sa mère pour rien. La tentative de Sophie fut encore plus pathétique. Elle a essayé les larmes. Elle a sangloté en disant qu'il serait à la rue, que je ne pouvais pas faire ça à ma propre famille, à ma petite fille. Et Clara? A-t-elle crié, sa voix se brisant. Vous allez jeter votre propre petite fille à la rue? C'était un coup bas, et elle le savait. Clara est toujours la bienvenue dans ma maison, ai-je répondu, ma voix aussi dure que du diamant. Vous, cependant, ne l'êtes pas. Vous et Philippe devrez lui expliquer pourquoi vous ne vivez plus ici. Vous pouvez lui dire la vérité, pour une fois. Ou vous pouvez inventer un autre mensonge. Franchement, peu m'importe ce que vous choisirez. Les larmes se sont arrêtées aussi vite qu'elles avaient commencé lorsqu'elle a réalisé qu'elles n'avaient aucun effet. Son visage s'est durci en un masque de haine pure et venimeuse. Vous le regretterez, a-t-elle sifflé, avant de tourner les talons et de s'en aller furieuse. La justice poétique de leur situation ne m'a pas échappé. Pendant des mois, ils m'avaient fait me sentir comme une invitée indésirable dans ma propre maison, me confinant dans une seule pièce. Maintenant, c'étaient eux qui essayaient frénétiquement d'entasser toute leur vie dans des cartons, confinés par une date limite qu'ils ne pouvaient pas prolonger. Ils avaient voulu vendre ma maison pour un versement rapide et forfaitaire. Au lieu de cela, ils étaient maintenant confrontés à la dure réalité du marché locatif lyonnais sans économie, avec un crédit ruiné par les dépenses somptueuses effectuées avec mes cartes maintenant annulées, et sans caution. Les vacances de luxe qu'ils planifiaient ont été remplacées par des appels frénétiques à des motels bon marché en périphérie de la ville. Chaque conséquence à laquelle ils étaient confrontés était le résultat direct et indéniable de leur propre cupidité. Ils avaient creusé un trou pour moi, et dans leur hâte et leur arrogance, ils y étaient tombés eux-mêmes. Le dernier matin, un camion de location bon marché était garé dans l'allée. Il déménageait dans un silence sombre et plein de ressentiment, sortant les meubles élégants et sans âme que Sophie avait achetés avec mon argent. Je regardais depuis la fenêtre du salon, sirotant mon café. Le dernier article qu'ils ont chargé était le fauteuil gris et moderne qui avait remplacé celui de Michel. Pendant qu'il luttait avec lui, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, pas même de satisfaction. J'ai juste ressenti un profond sentiment de paix. La maison était en train d'être nettoyée. Quand le camion a finalement quitté l'allée dans un grondement, laissant une traînée de fumée diesel dans l'air calme du matin, je suis sortie sur mon perron. Le vilain panneau à vendre était toujours là,
un monument à leur coup d'État raté. Je m'en suis approché, j'ai saisi le poteau métallique à 2 mains, et avec une force que je ne savais pas posséder, je l'ai arraché du sol. Le grincement qu'il a fait en se libérant fut le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Le silence qui s'est abattu sur la maison après que le camion de location a disparu n'était pas le silence vide et solitaire que j'avais autrefois craint. C'était un calme riche et réparateur. C'était le son de la propriété. Le son de la paix. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je pouvais entendre mes propres pensées sans le grésillement discordant du ressentiment de Sophie ou les faibles justifications de Philippe. L'air lui-même semblait différent, plus propre. J'ai parcouru chaque pièce de ma maison, touchant les murs, passant ma main le long du grain familier de la rampe d'escalier. C'était une redécouverte, une reconquête d'un espace qui avait été violé mais non conquis. Mon premier acte de reconstruction a été d'embaucher une entreprise de nettoyage. Une équipe de professionnels est venue et, pendant toute une journée, ils ont frotté, poli et aéré chaque recoin de la maison. Ce fut plus qu'un nettoyage. Ce fut un exorcisme. Ils ont lavé l'odeur persistante du parfum cher de Sophie et le léger résidu graisseux de leur repas à emporter. Quand ils ont eu terminé, la maison sentait le polish au citron et l'air frais et, surtout, rien d'autre qu'elle-même. C'était une toile blanche, et pour la première fois depuis des années, j'étais la seule artiste. Le lendemain, Isabelle est venue avec son propre camion. Nous sommes allés à un garde-meubles dont j'avais oublié l'existence, que j'avais loué après le décès de Michel pour y stocker les choses trop douloureuses à regarder mais trop précieuses à jeter. Et là, dans le coin arrière, sous un drap poussiéreux, se trouvait le fauteuil de Michel. Le voir, c'était comme retrouver un vieil ami cher. Nous l'avons chargé dans le camion, et quand nous l'avons ramené à la maison, nous l'avons remis exactement à sa place sacrée. Je me suis enfoncée dans le cuir usé, les contours familiers me berçant, et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de trahison. C'étaient des larmes de retour à la maison. Avec la maison physiquement et spirituellement nettoyée, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai appelé les vieilles amies que Sophie avait si efficacement éloignées. J'ai expliqué, sans entrer dans des détails sordides, qu'il y avait eu une situation familiale difficile qui était maintenant résolue. Elles n'avaient pas besoin des détails. Elles ont entendu le changement dans ma voix. Les invitations ont recommencé à arriver. Pour le club de bridge. Pour le cercle littéraire que j'adorais. Pour de simples thés d'après-midi. J'ai renoué avec l'association de jardinage local et j'ai passé mes week-ends à creuser dans la terre riche du jardin, plantant des vivaces qui reviendraient année après année, un symbole vivant de ma propre résilience. Ma relation avec ma petite fille, Clara, était une affaire plus délicate. Une semaine après le départ de ses parents, elle m'a appelée, sa voix petite et hésitante. Elle a demandé si elle pouvait venir. Quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle a marmonné une excuse, disant qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, seulement que ses parents étaient en colère et tristes. J'ai préparé de la limonade et nous nous sommes assises sur la terrasse. Je ne l'ai pas accablée des détails laids de la cupidité de ses parents. Je lui ai simplement dit, parfois, les adultes font de très grosses erreurs qui blessent les gens qu'ils aiment. Ton père et moi. Nous avons besoin de temps pour guérir, séparément. Mais toi et moi, nous ne sommes pas une erreur. Tu es ma petite fille, et je t'aime, et tu es toujours la bienvenue dans cette maison. Elle m'a finalement regardée, les yeux remplis de larmes, et m'a serré fort dans ses bras. C'était un début. C'était un pont construit par-dessus le gouffre que ses parents avaient créé. J'ai trouvé une joie surprenante dans ma nouvelle indépendance. Je suis sortie déjeuner seule. J'ai conduit jusqu'au Massif central pour un week-end, juste pour voir les couleurs d'automne, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. J'ai vendu les bijoux coûteux que Michel m'avait donnés, les pièces que Sophie avait toujours lorgnées avec avidité, et j'ai utilisé l'argent pour embaucher un conseiller financier. Nous avons investi mon argent judicieusement, assurant mon avenir d'une manière que je contrôlais, et moi seule. Je n'étais pas juste solvable. J'étais prospère. L'ironie était qu'en essayant de voler ma sécurité, Philippe et Sophie m'avaient forcé à en prendre le contrôle d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant, me rendant plus sûre que jamais. Ils avaient eu l'intention de me mettre en cage, mais au lieu de cela, ils m'avaient remis la clé de ma propre liberté. Mes journées étaient calmes, mais elles étaient pleines.
Elles étaient remplies du rythme doux de mes propres choix, de mes propres désirs, de ma propre paix. Cela fait 1 an maintenant que les serrures ont été changées. Les saisons ont tourné, et les vivaces que j'ai plantées dans le jardin ont fleuri, fané et fleuri à nouveau. Ma vie s'est installée dans un rythme qui est profondément, paisiblement le mien. Parfois, quand je suis assise dans le fauteuil de Michel, regardant le soleil du soir filtrer à travers les feuilles du vieux chêne dans la cour avant, je me surprends à penser à la femme que j'étais. La femme qui aurait fait n'importe quoi pour une vie tranquille, qui mesurait sa valeur par son utilité aux autres, qui croyait que l'amour signifiait endurer n'importe quel affront, n'importe quel manque de respect, au nom de la famille. Je ne la reconnais plus, mais je ressens une tendresse profonde et douloureuse pour elle. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et lui dire que sa valeur n'a jamais été négociable. La plus grande leçon de tout cela ne concernait pas la loi, l'argent ou même la trahison. Il s'agissait de la nature insidieuse de la sous-estimation. Philippe et Sophie ne me voyaient pas. Ils voyaient une caricature, un stéréotype de veuve solitaire et vieillissante. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, un obstacle mou et malléable. Ils n'ont jamais considéré que la femme qui avait géré un foyer, élevé un enfant et se tenait aux côtés d'un homme brillant pendant 40 ans pouvait avoir absorbé une partie de cette brillance elle-même. Ils ont oublié que la douceur n'est pas la même chose que la faiblesse, que le silence n'est pas la même chose que la stupidité. Ma plus grande arme n'était pas la clause d'usufruit. C'était leur échec complet et total à me voir comme une personne entière. J'ai appris que le pardon est une chose complexe. Je ne sais pas si je pardonnerai jamais vraiment à Philippe ses choix. Il y a une blessure là qui s'est cicatrisée mais reste sensible au toucher. C'est le chagrin unique de pleurer un enfant qui est toujours en vie. J'ai appris, par l'intermédiaire de Clara, que lui et Sophie ont des difficultés. Ils vivent dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, accablés par les dettes qu'ils ont contractées en essayant de vivre une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il y a une partie de moi, une petite partie têtue, qui croit que c'est justice. Mais il y a une partie plus grande qui ne ressent qu'une profonde tristesse pour l'homme que mon fils aurait pu être. J'ai choisi de ne pas porter le poids de ses décisions. Je lui ai suffisamment pardonné pour me libérer de la colère. Ma paix est plus importante que sa punition. J'ai aussi appris que la force n'est pas toujours un rugissement. Parfois, c'est la détermination tranquille et inébranlable de simplement dire ça suffit. C'est le courage de poser une limite là où il n'y en a jamais eu. Pendant des années, j'ai cru que ma force résidait dans ma capacité à absorber la douleur, à plier sans rompre. La vérité est que ma vraie force n'a été découverte que lorsque j'ai refusé de plier 1 centimètre de plus. Elle a été trouvée dans le clic du stylo d'un avocat, dans le ton ferme de ma propre voix réclamant ma maison, dans l'acte simple et puissant d'arracher un panneau à vendre de ma propre pelouse. La femme que je suis aujourd'hui n'est pas la même que celle qui a signé cette procuration dans un lit d'hôpital. Cette femme croyait que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Cette femme sait que ses jours les plus authentiques se passent en ce moment même. Je ne suis pas juste une veuve, une mère ou une grand-mère. Je suis Odile. Une femme qui aime jardiner, qui apprécie un bon livre, qui chérit ses amis, et qui est la reine incontestée de son propre château. La trahison a été un feu, et il a brûlé tout ce qui n'était pas essentiel. Et ce qui reste, je l'ai découvert, est plus fort et plus précieux que tout ce que j'ai perdu. Cet après-midi, mon salon est rempli de rires. Isabelle est là, ainsi que 3 autres dames de mon cercle littéraire. L'air sent le café fraîchement infusé et le célèbre gâteau au citron d'Isabelle, qui repose sur la table basse juste à côté d'un vase de roses rouges vives, cueilli dans mon jardin. Nous discutons de la fin de notre dernier livre avec bonne humeur, nos voix tissant une tapisserie de sons confortable et joyeuse. Le fauteuil gris et sans âme est un lointain souvenir. À sa place, la vie, l'amitié et la joie résident maintenant. Clara est là aussi, recroquevillée dans le fauteuil de Michel, un endroit qu'elle revendique maintenant comme son préféré. Elle lit son propre livre, mais de temps en temps elle lève les yeux, un petit sourire sincère sur le visage en écoutant nos bavardages. La maison est vivante. Elle respire au rythme du bonheur, un rythme que je dirige. Il n'y a plus de chuchotements dans les couloirs, plus d'intentions cachées ni de soupirs de ressentiment. Mes comptes bancaires sont les miens. L'acte de propriété de ma maison repose en toute sécurité dans un coffre, un témoignage de l'amour de Michel et de ma propre résilience. La procuration a été cérémonieusement déchiquetée par Maître Dubois il y a des mois.
Mon triomphe n'a pas été un moment unique et explosif à la table du notaire. C'est ceci. C'est la paix constante et ininterrompue de cet après-midi même. C'est la liberté de remplir ma maison avec qui je veux, de passer mes journées comme je le désire, de savoir que ma sécurité repose entre mes propres mains capables. Le panneau à vendre que j'ai arraché de ma pelouse a maintenant une nouvelle utilité. Je l'ai nettoyé, peint en noir, et en l'utilisant comme support, j'ai créé un magnifique panneau peint à la main qui est maintenant accroché près de mon portail. Il est écrit en élégantes lettres blanches, le jardin d'Odile. Fleurissez là où vous êtes planté. C'est un rappel quotidien. Un rappel que j'ai été planté ici, dans cette vie, dans cette maison, et que même après l'hiver le plus rigoureux, il est toujours possible de refleurir, plus forte et plus éclatante qu'auparavant. Philippe et Sophie ont essayé de me déraciner, de me transplanter dans un pot de leur choix, mais ils n'ont pas réussi à comprendre la force de mes racines. Ma vie est à nouveau la mienne, et chaque nouveau jour est une célébration tranquille et profonde de ce fait. Le silence dans lequel ils ont essayé de m'envelopper, l'invisibilité qu'ils ont essayé de m'imposer, cela ne m'a pas brisé. C'est devenu mon cocon. Et la femme qui en a émergé est une qu'ils ne reconnaîtraient jamais, mais une que j'ai enfin appris à connaître et à aimer. C'est moi. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Cela compte plus que vous ne le savez. Si mon histoire de retrouver une voix dans le silence et de reconquérir une vie a résonné en vous, je serais tellement honorée si vous vous abonniez à cette chaîne et cliquiez sur le bouton j'aime. Je suis toujours tellement curieuse de voir où mes histoires voyagent, alors s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Savoir que nous sommes tous là, dans nos propres maisons, écoutant et connectant. C'est un rappel puissant qu'aucun de nous n'est jamais vraiment seul.